Bon les amis, je crois qu'on vient de vivre un moment historique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo totalement improvisée qui n'était pas du tout prévue. Pourquoi? Parce que je vais vous en parler. Alors tout d'abord, je tiens à préciser qu'il est 9h58 au moment où je tourne cette vidéo. Nous sommes samedi matin et donc, comme je l'ai dit, ça n'était pas prévu. Et je précise que au moment là où je vous parle, j'ai des petits yeux. Pourquoi? Parce que je viens de faire une nuit blanche. Je n'ai pas fermé l'œil depuis en fait hier matin. Et pour cause, eh bien, cette nuit, je suis allé faire des photos. J'ai fait des photos toute la nuit et j'ai fait des photos de quelque chose dont je n'ai pas l'habitude, en tout cas de quelque chose qui est extrêmement rare là où je suis. Vous savez, j'habite dans le nord de la France, sur la côte d'Opale, entre Boulogne-sur-Mer et Calais. Et cette nuit, eh bien, j'ai photographié des aurores boréales. Bref, je vous montre quelques photos que j'ai rapidement éditées là en rentrant. Je vais en éditer plein d'autres, mais bon, je vous montre quand même tout d'abord une petite brochette. Bon alors, dans cette vidéo, pourquoi j'ai voulu faire une vidéo? Tout d'abord pour vous faire vraiment un débrief à chaud, parce que c'est assez émouvant, on va dire. Pourquoi? Tout simplement déjà parce que moi j'ai un rapport très particulier avec les aurores boréales. C'est sans doute la chose dont j'ai le plus rêvé dans ma vie. Alors c'est pas la première fois que je vois des aurores boréales. J'en ai déjà vu à l'étranger, donc en Norvège, en Islande. Et donc là, on était en Islande encore il y a une semaine, et en Islande, on a vu des aurores boréales. Mais je vous avoue que voir des aurores en France à nos latitudes, ça par contre, c'est vraiment une première. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Enfin bref, on va parler de tout ça. Mais en attendant, quand même, je tenais à vous le dire, c'était une nuit franchement incroyable. Je me suis éclaté, ça a été un régal. Pourquoi? Parce que voir des aurores, moi déjà, je ne m'en lasse pas. C'est un émerveillement permanent. Mais je vous avoue que voir des aurores dans des pays nordiques, déjà, c'est incroyable. Alors les paysages sont incroyables, le lieu est incroyable, etc. Mais le voir à côté de chez soi, moi sur la côte d'Opale, voilà, j'ai pas de mots. C'était une expérience franchement folle et surtout il y a eu des aurores toute la nuit. Enfin bref, je vais vous détailler un petit peu ça par la suite. Simplement, déjà, je voudrais faire quelques petits rappels sur les aurores, etc. Car en effet, voir des aurores en France, c'est pas quelque chose d'habituel. Pourquoi? Parce que normalement, les aurores, alors boréales dans l'hémisphère nord ou australes dans l'hémisphère sud, parce qu'il y a des aurores en fait dans les deux hémisphères, ces aurores, d'habitude, on les voit plus aux hautes latitudes, donc notamment en Europe, que ce soit en Norvège, en Suède, en Finlande ou encore en Islande. Et puis dans l'hémisphère sud, alors là, c'est généralement quand même plutôt autour de l'Antarctique. Donc c'est pour ça que généralement, on se concentre plus sur l'hémisphère nord, car il y a plus de terre à ces latitudes. Et donc, généralement, si on veut voir des aurores boréales, il faut se rendre dans les pays nordiques, ou alors, vous savez, au Canada ou en Russie. Mais en attendant, c'est quand même assez difficile à voir, et donc les voir à nos latitudes, c'est pas quelque chose d'habituel. Et donc rapidement, qu'est-ce que c'est une aurore boréale? Et bien en fait, il s'agit de particules qui sont émises par le soleil, ce qu'on appelle du vent solaire, et ces particules, elles sont projetées, et elles vont venir rencontrer notre atmosphère, et lorsque ces particules rencontrent l'atmosphère terrestre, ça crée une réaction chimique, et ça crée ces aurores boréales. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc la particularité, c'est que notre planète est protégée par un bouclier magnétique, et quand ce vent solaire arrive, en fait, le bouclier magnétique propulse ces particules vers donc les pôles, vers les extrémités. Et donc c'est pour ça qu'on voit les aurores plutôt à ces latitudes, car le vent solaire en quantité, on va dire, normale, est propulsé donc vers les pôles. Et donc en termes de quantité, en fait, les quantités sont concentrées autour des pôles, mais pas au-delà. Cependant, ce qui se passe, c'est que quand il y a une importante activité solaire, lorsqu'il y a de fortes éruptions solaires et que d'importantes quantités de vent solaire sont projetées vers la Terre, justement le vent solaire va être plus important, et donc les aurores boréales vont descendre plus bas en latitude, et c'est exactement ce qui s'est passé cette nuit. Alors pour information, on mesure cette activité solaire, donc l'activité du champ géomagnétique, à travers un indice qui s'appelle l'indice
capé. Cet indice il nous permet d'anticiper, entre guillemets, si je devais résumer l'activité solaire et donc la probabilité d'avoir des aurores. Alors c'est pas quelque chose de sûr, hein, c'est pas parce que vous avez un capé donné que ça y est, vous avez des aurores, etc. Dirons-nous que ça nous donne une indication de l'activité solaire, donc ça, voilà, il faut bien différencier les deux, mais en attendant, c'est quand même plutôt corrélé, on va dire. Et donc ce capé, c'est un indice qui a 10 niveaux qui vont de 0 jusqu'à 9, hein, donc 0 inclus. Donc 0, l'activité est en fait nulle, hein, et puis 9, on est vraiment dans la tempête solaire. Et donc la particularité, c'est que en gros, entre 0 et 5, on a une activité qui est normale, et au-delà de 5, on rentre dans la tempête. Et après, vous avez différents niveaux de tempête qui sont mesurés en G jusqu'à G5, hein. Donc là, G5, c'est vraiment la méga tempête solaire. Et donc, pour terminer là-dessus, hein, ce qu'il faut se dire, c'est que plus le KP est élevé, plus l'activité géomagnétique est élevée, et donc plus les aurores vont descendre en latitude, hein, donc sur le bouclier géomagnétique de la Terre. Et donc, en gros, quand vous avez des KP très élevés à 7, 8, 9, ça descend très bas en latitude, et ça descend jusqu'à des latitudes moyennes, c'est-à-dire jusqu'à nos contrées. Et figurez-vous que cette nuit, le KP, il a été chatouillé, le KP9, hein, donc on a eu vraiment l'indice le plus élevé qu'on ait relevé depuis 20 ans. On a eu une tempête de niveau G5, donc un KP9, c'est exceptionnel, c'est la valeur maximale, et donc c'est un phénomène assez exceptionnel. Là, on est sur un pic d'activité solaire, parce que le Soleil, en fait, il fait des cycles de 11 ans, et là, on est sur un pic sur ce cycle de 11 ans. C'est ce qui fait qu'on a cette activité géomagnétique extrêmement importante, et ça devrait aller de manière, on va dire, décroissante. Mais en attendant, ça fait 20 ans, depuis 2003, qu'on n'avait pas eu une activité solaire aussi importante, et donc un KP9 et une tempête de niveau G5. C'est franchement exceptionnel, rien que de le dire, j'ai du mal à y croire. Pour vous dire, ces aurores ont été tellement importantes que dans notre hémisphère, elles ont pu être visibles jusqu'à Madère, visiblement, et dans l'hémisphère sud, il y en a même qui ont aperçu en Namibie. Donc vous imaginez, on se rapproche très fortement quand même des latitudes presque tropicales. Alors maintenant, j'aimerais quand même vous expliquer un petit peu moi, comment j'en suis arrivé à faire ces photos d'aurore, parce que en fait, vous savez, c'est pas je prends le doigt et puis je sens et puis ça y est, je sens qu'il y a des aurores. Non, il y a quand même un petit travail de préparation. En fait, j'utilise des applications qui vous permettent d'avoir ces bulletins, c'est-à-dire qu'en gros, les bulletins capés, c'est un peu comme des bulletins météo, donc vous pouvez les suivre, hein. Moi, j'utilise 3 sources principales, mais il y en a vraiment plusieurs. Déjà, j'utilise 2 applications. Il y en a une qui s'appelle Aurora, voilà, aussi simple que ça, et elle est très très fiable, et généralement, que ce soit en Islande, en Norvège ou même là en France, les prévisions sont plutôt très efficaces. Et j'utilise une autre appli qui est très intéressante et qui est complémentaire, c'est Aurora Forecast, franchement super. Et j'utilise aussi les données d'un site qui sont vraiment aussi très intéressantes, qui s'appelle Space Weather Live. Je l'ai noté parce qu'à chaque fois j'oublie le nom, mais c'est très intéressant. Enfin bref, vous avez ces 3 références si jamais ça vous intéresse. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que en fait, hier, j'ai reçu donc des notifications pour me dire que le KP allait être extrêmement élevé, et je vous avoue que quand au départ j'ai vu un KP supérieur à 8, j'ai un petit peu halluciné, et là c'était franchement exceptionnel. Donc je me suis dit, on va regarder la météo, et on est sur un très beau week-end, donc c'est ça aussi, hein, c'est que là on a un alignement des planètes qui est exceptionnel, parce que pour avoir des aurores boréales de cette puissance qui descendent aussi bas en latitude, déjà c'est exceptionnel, mais en plus avoir une nuit entière dégagée dans le Nord-Pas-de-Calais, alors là c'est encore plus exceptionnel. Je vous avoue que c'est presque aussi rare, en tout cas, que de gagner au loto, quoi. Enfin bref, c'est franchement génial. Et donc là je me suis dit, je ne peux pas rater ça, donc j'ai décidé de passer la nuit dehors, en regardant notamment, parce que les aurores sont plutôt vers le nord, même si après elles bougent, et après il faut tenir compte de plusieurs choses, hein. Il faut tenir compte donc de l'orientation, parce que malgré tout ça vient du nord, donc il faut être orienté plutôt vers le nord, d'avoir un bon spot, d'avoir quelque chose de visible, et aussi d'éviter la pollution lumineuse, donc être en dehors des agglomérations. Donc moi j'ai décidé de me mettre sur la Terre des Deux Caps, hein, entre Calais et Boulogne, et là c'est plutôt protégé, on a une exposition vers le nord, il y a plein de spots sympas, etc. Donc ça c'est génial. Par contre, ma grosse frustration, c'est que je n'ai pas pu profiter des plages. Pourquoi ? Parce que on est sur une période de grande marée, donc on a des coefficients qui sont très élevés, et pas de bol pour moi, ça aurait pu tomber sur la période de marée basse, où là ça aurait été exceptionnel, mais non, en pleine nuit, c'était marée haute. Donc c'est vrai que pendant en gros toute la période intéressante, l'eau était très haute, et je n'ai pas pu profiter des plages. Donc ça c'était un peu frustrant, parce que là c'était pas de bol. Bon voilà, on pouvait pas avoir tous les points, on va dire, validés, mais bon, du coup je me suis adapté, et j'ai décidé de commencer la nuit en allant au Cap Blanc-Nez. Au Cap Blanc-Nez, il y avait un petit peu de monde, c'était franchement sympa à voir.
puis il y avait plein de photographes, hein. Vraiment, c'était top. Et donc bah là, j'ai pu faire des photos du monument de la Border Patrol. C'était génial. Et là, l'activité solaire était très très importante avec des dégradés de couleurs assez incroyables. Enfin, voilà, j'en reste moi-même épaté. Et c'était parfois même plus intense que ce que j'ai pu voir en Islande ou encore en Norvège, donc franchement exceptionnel. Mais c'est vrai que j'aurais bien voulu photographier la baie de Ouessant, mais il y avait quand même une petite brume qui faisait que voilà, je voyais pas bien le phare du Cap Griné qui est quand même à 11 km. Donc ça c'était un petit peu dommage, hein. Ça c'était un petit peu la nuance sur la soirée. Mais donc je fais mes petites photos, après j'ai décidé d'aller à 800 et à 800 l'objectif c'était peut-être de profiter malgré tout de la marée qui n'était pas totalement haute et puis d'aller au poteau de moule. Ça aurait fait des compos sympas. Malheureusement, bah, c'est vrai que la marée, avec les gros coefs, elle était quand même déjà bien haute. Et donc, l'escalier qui descend, bah, il y avait déjà l'eau qui bloquait, donc c'était inaccessible. Et après, de toute façon, l'eau montait trop et on n'était pas encore au pic de marée haute. Mais j'ai quand même fait 2-3 photos, voilà, c'était quand même très sympa. Et après, je me suis dirigé vers le Cap Griné, où là, j'étais totalement seul, il n'y avait personne. Alors là, c'était très sympa, je me suis amusé avec le phare, avec les moutons. C'est drôle parce que les moutons, quand ils m'ont vu, ça les a perturbés. Il y avait des petites lumières là, avec leurs yeux partout. Enfin, c'était très drôle. Et puis, il y en a même qui ont fait pipi devant moi. Enfin, bref, c'était n'importe quoi. Mais j'avais tout le Cap Griné pour moi tout seul. C'était un moment de quiétude franchement incroyable avec plein d'aurores dans le ciel de toutes les couleurs à nouveau. C'était très visible à l'œil nu. Alors, je précise juste une chose, hein, si vous avez jamais vu d'aurore boréale de vos propres yeux, c'est que les aurores boréales, vous ne les voyez pas de vos propres yeux comme elles sortent en fait sur l'appareil photo. C'est-à-dire que sur l'appareil photo, les couleurs sont éclatantes, etc. Une aurore boréale, en fait, c'est beaucoup moins saturé à l'œil. Et donc, c'est frustrant pour beaucoup de gens. Moi, ça m'émerveille quand même. Mais voilà. Par contre, ça bouge très vite et ça peut être très lumineux. Et les aurores qui sont plutôt rougeâtres sont plus visibles en termes de couleur que les aurores qui sont verdâtres, qui elles sont vraiment très désaturées. Enfin voilà, ça c'était pour la petite histoire. Et donc après, c'est vrai que vers 3 heures du matin, ça commençait un petit peu à se couvrir dans le sens où il y avait une brume de mer, hein, qui commençait à sérieusement arriver. Puis vers 4 heures, j'ai décidé d'aller voir si quand même c'était pas intéressant de descendre, mais en fait la mer était quand même beaucoup trop haute, hein, donc c'était pas intéressant. Donc je suis rentré et puis je me suis dit allez, je vais en profiter pour éditer mes photos. Puis je vous avoue aussi que je commençais un petit peu fatigué. Enfin bref, si je fais le résumé, c'était incroyable et surtout ce qui était fou, c'est qu'il y a eu des aurores, mais vraiment très puissantes tout au long de la nuit. Et le ciel, peu importe dans quel sens vous allez le photographier, il y avait des aurores. Alors plutôt vers le nord, c'est là où vous aviez les aurores les plus intenses, il y avait des aurores vertes, il y avait des aurores de toutes les couleurs. Par contre, si vous leviez les yeux au-dessus de vous, c'était vraiment un ciel qui était rouge, magenta, on va dire. Donc c'était très très intense. En même temps, un KP9 Tempête G5, c'est exceptionnel. Bon, et pour terminer, je voulais vous donner quelques conseils, que ce soit pour la photographie d'aurore ou plus largement pour la photographie nocturne, que ce soit d'étoiles, etc. Donc c'est l'occasion de donner quelques conseils comme ça à la volée. Bah, tout d'abord, et comme souvent en photo de paysage, j'aime bien le dire, mais c'est la première des qualités, on va dire, c'est déjà l'anticipation. Là, vous avez vu, hein, c'est pas vous prenez votre doigt et puis vous attendez. Non, il faut suivre les bulletins, que ce soit météo, les bulletins solaires, etc. Et donc il faut anticiper, il faut trouver les spots en amont. Donc moi, je me suis renseigné, hein, je me suis défini une feuille de route sur la nuit pour savoir où est-ce que j'allais aller. Donc vous voyez, en fonction des marées, en fonction de l'orientation, en fonction des spots, etc. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'est déjà une première chose, c'est que pour maximiser sa sortie et la réussir, il faut déjà anticiper le plus possible. Par ailleurs, soyez bien vigilant à la météo, car on regarde souvent la météo localement, mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est par rapport à où sont les aurores, notamment la météo plus loin. Donc moi, j'utilise plusieurs applications, notamment Météo Radar, parce que ça me permet de voir les couches nuageuses au large, en tout cas loin devant moi, parce que je vous dis, c'est pas tout de regarder la météo là où on est, mais plutôt loin, parce qu'en fait, les aurores, elles sont pas au-dessus de votre tête, elles sont souvent plus loin. Donc voilà, il faut regarder ça. Et pour la météo locale, moi, je vous avoue, j'aime bien regarder une application en particulier qui s'appelle Météo Blue. Et très sincèrement, à chaque fois, peu importe où je pars à l'étranger ou même ici, ce sont de loin les prévisions les plus fiables que j'ai. Donc généralement, ça me sert de base et après, je croise toujours avec d'autres applications météo, mais généralement, Météo Blue, c'est plutôt très fiable. Niveau matériel, en fait, il faut un appareil photo, un objectif le plus grand angle possible et surtout le plus lumineux possible. C'est tout à fait faisable, hein, de faire de la photo d'aurore boréale sans avoir une optique fixe qui ouvre à 1.4, hein, par exemple. Moi, j'utilise principalement deux optiques, alors même, on va dire trois. Là, j'ai utilisé le Sony 1635 2.8 GM, mais c'est pas lui que j'ai utilisé le plus. J'ai surtout utilisé lui, le Laowa 10 mm. Et toutes les photos que vous avez vues ont été faites avec le Laowa 10 mm f2.8.
Et franchement, eh ben, il a super bien fait le job. Et puis à 10 mm en équivalent plein format, c'est un régal. Et puis si besoin, alors là je ne l'ai pas emporté, mais ça fonctionne très bien. Bah, j'ai aussi pour Fuji le Victrox 13 mm 1.4. Donc ça permet vraiment d'éviter de monter en ISO. Donc c'est franchement super. Et après, bah, pour les focales fixes, hein, il existe plein de focales fixes ultra lumineuses chez Sony, etc. Enfin bref, mais bon, ça c'est pas le sujet du jour. Toujours d'un point de vue matériel, quelques conseils. Prévoyez un trépied qui soit suffisamment solide, notamment s'il y a un peu de vent. Et puis également, prévoyez les batteries parce que ça part assez vite. Hein. Surtout si vous faites pas mal de photos, vous faites des timelapse ou quoi. Donc il vaut mieux partir avec quelques batteries d'avance. Et puis si besoin, s'il fait froid, prenez les batteries, mettez-les à l'intérieur de votre manteau, collez à vous. Et comme ça, avec la chaleur, ça va éviter d'avoir des pertes de batterie trop importantes par rapport notamment au froid. Niveau paramètres de prise de vue, bah là, on ouvre au maximum son objectif. Ensuite, on essaie de monter en ISO jusqu'aux valeurs les plus acceptables, on va dire, de son boîtier. Et puis après, on ajuste aussi avec la vitesse. Mais c'est vrai que les aurores, vu que ça bouge un petit peu vite, bah, si on met des vitesses trop lentes, ça va franchement lisser, on va dire, le mouvement. Et si on veut garder une aurore qui est assez définie, il ne faut pas faire des temps de pause trop longs parce que sinon, bah, ça va vraiment figer, enfin flouter, on va dire, le mouvement. Donc moi, j'avoue que j'aime bien avoir des mouvements généralement entre allez, 4-6 secondes. Ça dépend vraiment en fonction de l'intensité lumineuse, en fonction de, par exemple, s'il y a la lune ou pas. Enfin bref. Puis après, niveau ISO, par exemple, avec le Sony A7 IV, bah, j'hésite pas à monter en ISO, surtout aujourd'hui avec les logiciels de débruitage. Donc je n'hésite pas à monter à 6400, voire 12800 ISO. Bien évidemment, je vous conseille, si vous avez une stabilisation, de la désactiver pour éviter des photos floues. Donc comme j'ai dit, on met son trépied bien stable. Et puis, pour la mise au point, on la fait sur l'infini, comme ça, il n'y a pas de problème. Ça, vraiment, petit conseil, dès le départ, en fait, votre première photo, vous faites une photo test, vous prenez la photo, vous zoomez dedans pour voir si tout est bien net, hein, et puis après, voilà, vous ajustez. Si besoin, si vous avez un premier plan qui est très près, bah là, faut pas hésiter à faire du stacking, et puis après, à empiler le tout en post-traitement. C'est un petit peu contraignant, mais bon, c'est le prix, hein, quand on est à f2.8, voire même plus lumineux, c'est que la profondeur de champ se réduit. Donc là, par exemple, à 10 mm avec le Laowa, même à 2.8, bon, en fait, tout est net, hein, donc là-dessus, il n'y a vraiment aucun problème. Enfin, sauf si vraiment je me collais près, mais comme là, je suis plutôt sur trépied, etc., j'ai pas de problème de mise au point, même à f2.8. Enfin, je vous conseille vivement de shooter en RAW, car shooter en RAW, bah forcément, hein, pour éditer, ça va être vraiment plus pratique. Et puis également pour des questions de balance des blancs, pour après bien régler en post-traitement, vous pourrez la régler indéfiniment. Là aussi, c'est très pratique de shooter en RAW. Enfin, niveau de traitement, ben moi je passe ma photo d'abord dans Puro 4, hein, avec le nouvel algorithme XD2, qui fait des merveilles. Je suis franchement épaté, et là, que ce soit sur les photos d'Islande ou là sur les photos que j'ai fait sur la session de cette nuit, le rendu est épatant, donc j'en suis très content. Et puis après, je passe le tout dans Lightroom, et puis vous avez les photos finales. Enfin bref, voilà. J'arrive à la fin de cette vidéo, parce que bon, le but c'est pas non plus de parler pour parler, mais c'était pour un petit peu à chaud vous livrer mon ressenti. Je suis franchement ravi, c'était une nuit exceptionnelle. On reverra pas ça, on va dire, à mon avis, de sitôt. Alors, la grande question, c'est la nuit prochaine, est-ce que ça pourra arriver à nouveau? Le KP est très élevé, mais est-ce qu'il est suffisamment élevé pour avoir des aurores comme on a eu cette nuit? La réponse est non. Peut-être pour avoir des petits morceaux d'aurore qui vont briller ci et là, pourquoi pas. Mais en attendant, pas de là à avoir des aurores, je pense, toute la nuit, un peu partout, aussi intenses, lumineuses, colorées, etc., etc. Enfin bref, voilà. Eh ben, c'était super. Mes petits yeux fatigués vont aller se reposer. Et puis en attendant, les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.